C'est comme si ma vie c'était une sinusoïde, comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et en fait, moi j'ai plus qu'un petit quartier, comme ça, où je suis normal. C'est-à-dire que les moments où je suis en descente, mais pas trop, et les moments où je suis en montée, mais pas trop, tu vois. Et donc ça fait des petits moments, comme ça, dans ma vie, où je me sens bien, et tout le reste du temps, en fait, en réalité, je me sens un peu mal. People use drugs because they're there. From the moment someone first pulled a plant out of the ground, put it in his mouth and felt good. We all use various drugs on a regular basis, from caffeine to sugar to alcohol, to drugs that are actually treated in many countries of the world as criminal substances. And we often use them for the same reasons, to be more wakeful, more sleepful, to be relaxed, to be energized, to feel relief from pain, to feel pleasure. That is a human condition. I personally like very much the spectrum of drug use developed by the Canadians in 2005. They consider beneficial, non-problematic, problematic and dependent use of drugs. 90% of people will be in the blue and green area of beneficial and non-problematic use of substances. Pendant des années, j'étais pas dépendant, ou du moins dans le sens où je pouvais arrêter, effectivement. C'était que du plaisir, quoi. Il n'y avait pas encore le côté besoin. Plutôt une lente glissade vers le fait de faire ça plus par habitude. Je ne sais pas du tout retrouver le moment où ça a glissé d'un usage ponctuel à un usage quotidien. J'ai jamais senti que je perdais le contrôle. Quand est-ce qu'on se rend compte que l'addiction elle est là, c'est le moment où tu as perdu le contrôle. Tu sais que tu vas trop loin, mais que tu n'es pas capable de te restreindre malgré tout ce que tu envisages et que tu es conscient du mal que ça va te faire et que tu vas faire aux autres et les risques que tu prends, quoi. C'est-à-dire la fragilité des humains en général, puisque tout le monde est fait d'une façon qui rend possible, en certaines circonstances, le fait de basculer dans une consommation qu'on ne va plus contrôler. Voilà. Les gens ne sont pas foncièrement suicidaires. Je dis ça un peu pour contrer une théorie qui était assez forte il y a quelques décennies, où on imaginait que les gens consommaient parce qu'ils voulaient se faire du mal. On sait maintenant depuis longtemps que les gens cherchent au contraire à survivre en consommant parce qu'ils cherchent à trouver une solution. C'était lié au stress à la fin de l'adolescence, je pense dans un contexte de mise sous pression au niveau scolaire, quoi. Dans un pays dans lequel les discours général, c'est que ne faut pas tout faire parce que c'est dangereux. Les parents essayent de te protéger. D'une certaine façon, la seule liberté que j'avais, c'était de pouvoir sortir dans les alentours du quartier. Si t'es pas en centre-ville, il n'y a rien qui se passe en fait. Tu peux rien faire, tu n'as aucune offre culturelle, tu n'as rien, quoi. On s'est qu'à sortir au parc, traîner. Les premières fois, c'était pour les crises d'angoisse, donc je pense juste avant la mort de mon père. Et à la mort de mon père, où j'arrivais plus à dormir, là je crois que le docteur m'a dit que je pouvais en prendre chaque soir pour m'endormir. Maintenant, je suis trop habituée à cette substance. Et du coup, c'est vraiment une dépendance, quoi, une habitude. Et je suis même plus sûre que ça ait vraiment un effet réel. En tout cas, maintenant, ça fait partie d'un rituel, quoi, pour pouvoir m'endormir. Et j'ai l'impression que sans, c'est pas possible. Là où tu sens que ça bascule, c'est quand t'as pas vraiment envie d'en prendre, mais t'as quand même envie d'en prendre. Je sais pas quelle est la limite entre mon goût pour l'effet qui est produit et l'effet du fonctionnement du cerveau qui fait que comme j'en prends, j'en ai envie, tu vois. C'est au travers en fait des recherches neurologiques sur l'addiction qu'on a découvert en fait les mécanismes neuropsychiques du plaisir. Les drogues agissent sur ce circuit où il y a de la libération de dopamine qui vient du centre du cerveau, de l'aire tegmentale, ça va vers l'avant, ça fait une boucle et ça repart vers les sorties motrices. En fait, c'est en travaillant sur la dépendance amoureuse que j'ai trouvé
que j'ai trouvé tous ces travaux sur le piratage par les drogues de dispositifs qui étaient faits à d'autres fins. À la base, dans le développement de l'humain, ces dispositifs du désir, de la motivation pratique se sont développés en liaison aux liens interactifs qui sont le plus importants pour la reproduction, c'est-à-dire l'attachement parental et puis aussi l'attraction sexuelle où on fait les mêmes observations en neuroimagerie, de l'activation des circuits dopaminergiques, comme on dit, le circuit de la récompense, qu'on va retrouver en cas de consommation de drogue. Je laisse sonner parce que ça sonne souvent. Est-ce que c'est un phénomène récent ou est-ce que c'est un phénomène éternel? C'est une question compliquée parce que c'est les deux. C'est les deux. On a affaire à des problèmes éternels. La passion amoureuse, l'hypersexualité, la gourmandise et la boulimie, l'abus d'alcool, l'ivrognerie, tout ça est décrit depuis la plus haute antiquité. Mais on a affaire aujourd'hui à un monde dans lequel tout est en train de devenir une marchandise et dans lequel l'économie et les marchands sont un peu les maîtres du monde. Et c'est eux qui décident un peu de ce que doit être la bonne conduite des gens. Il n'y a jamais eu aucun système économique qui a été aussi attentif et adéquat aux capacités des individus qui consomment ou qui produisent à rechercher des récompenses. Il y a une sorte d'affinité entre la façon dont nous sommes faits humains à rechercher des récompenses et puis la forme de vie dans laquelle on est, à agir sur ces dispositifs. Il ne faut pas oublier toute la dimension environnementale, à la fois socio-affectivo-psychologique, qui est centrale, qui ne peut pas expliquer au même niveau que la biologie les comportements qu'on a, mais qui peuvent par contre donner du sens de manière un peu plus perceptible à ces conduites. Les travaux d'Alain Ehrenberg m'ont beaucoup aidé à comprendre des choses sur le rapport entre la société, les individus et les conduites de consommation, et notamment aux exigences de la société sur l'individu qui l'amènent à devoir atteindre des niveaux de performance inégalés, enfin en tout cas qui n'ont pas d'équivalent dans l'histoire humaine. Et il y a aussi en parallèle le développement de cette société de l'hyperconsommation qui induit, qui encourage, qui parfois même induit quasiment explicitement la conduite répétitive de type compulsive, amenant à acheter, jeter, réacheter, se mettre à jour en permanence dans une espèce de fuite en avant et de course frénétique. Je pense plus à rien et donc forcément ça implique qu'on fuit la conscience qu'on a du monde ou de sa propre vie, de sa propre existence, avec tout ce qui va pas ou des manques à combler et on les comble comme ça. Ouais. La reconnaissance, le manque d'amour, la solitude et ça vient combler tout ça, c'est assez bien fichu, ça marche bien sur le moment. Mais comme c'est de la fuite, on est toujours rattrapé, on peut pas courir indéfiniment. Il y a toujours un moment donné où on se rattrape nous-mêmes. Donc, et c'est là où on doit réfléchir un petit peu, parce que c'est épuisant de fuir. C'est jamais parti vraiment, mais c'est plus du tout un problème, dans le sens où quand je suis dans des situations de stress, je sais que ça peut revenir, et là je suis attentive aux premiers signes, quoi. Et donc là j'en prends conscience et je prends du recul. J'essaye d'apaiser la cause du stress ou d'y faire face, plutôt que de me mettre la tête dans le sable ou dans un sac, ou je sais pas comment on peut dire. Mais pour ça, il a fallu un premier déclic quand même, de comprendre d'où ça venait. Ça n'a pas suffi parce que ça a pris encore beaucoup de temps après pour que vraiment ça s'apaise. Et j'apprends à accepter le plaisir. Enfin, j'ai appris et ça m'a aidé à être mieux et être moins dans ce mécanisme privation, contrôle, perte de contrôle, culpabilité, qui était complètement central quoi, dans mon existence. Et c'est ça l'émancipation aussi, quoi. C'est une forme de liberté. S'autoriser à éprouver du plaisir. On est aussi, je pense, à un moment de l'histoire, je pense qu'on est encore tiraillé entre la crainte d'être dans un modèle moral et éducatif très fondé sur des questions religieuses et des questions dogmatiques, assez interdisant le plaisir notamment. Je pense que ça joue beaucoup avec la question du plaisir, donc on est un peu tiraillé entre encore ces modèles qui sont présents, qui traversent la société, et un modèle où pour le coup le plaisir est dérégulé, et où le plaisir doit être recherché, où c'est même la quête de la vie.
Éduquer aujourd'hui, c'est sans doute être un peu, devoir jouer entre ces positions-là pour essayer de donner une expérience du plaisir aux enfants, qui puissent savoir un peu ce qui leur fait plaisir et en même temps les prévenir vis-à-vis de risques qui sont liés à cette société de la quête de plaisir, qui fait perdre une forme de libre arbitre, de pensée et de liberté. Ils doivent comprendre aussi qu'ils doivent s'en décaler du plaisir parfois pour pouvoir penser d'autres choses, pour pouvoir développer d'autres choses, être créatifs. D'une certaine manière, les addictions sont le signe et le signal d'alarme qu'une consommation sans frein devient un problème. Et donc, elles sont là pour nous rappeler qu'il ne faut pas confondre le plaisir de consommer avec le bonheur ou l'idée d'une vie réussie ou l'idée du souverain bien au sens d'Aristote. Le bonheur, c'est pas de jouir sans entrave tous les jours, tout le temps. Une vie réussie, c'est pas forcément, ne se mesure pas forcément au nombre d'orgasmes, d'ivresse ou de fêtes qu'on a pu faire. Et cette réflexion-là va mettre en question, devrait mettre en question des schémas qui sont très dominants dans une société qui est globalement gouvernée par des marchands. Je pense qu'il faut mettre en question l'hégémonie des discours économistes, on pourrait dire, à la fois au niveau de la société, de la politique, mais aussi des individus. On ne mesure pas la vie d'une personne d'une manière quantitative comme on mesure le chiffre d'affaires d'une petite société.